Donc aujourd'hui, on va parler du livre Vivace de, évidemment, Dominique Lamontagne. Donc on a vu dans plusieurs vidéos, hein, il y a même une playlist dédiée. Je vous invite à la voir si vous ne l'avez pas déjà vue ou à la revoir si ça vous dit. Donc Vivace, c'est son dernier livre. On a vu également, donc j'ai fait une vidéo avec Dominique Lamontagne justement sur, il fait un retour sur tous les livres qu'il a écrits, dont celui-là en particulier également. Donc, si vous voulez savoir son point de vue sur le livre, comment ça s'est fait, etc., la vidéo va être disponible également dans la playlist. Elle est également disponible dans la playlist. Donc, bien évidemment, je l'ai acheté et j'ai même eu le droit à une dédicace. Et puis, je l'ai lu. Donc, on va faire la revue comme à l'habitude de tous les livres que je lis en lien avec l'autosuffisance agricole, etc. Donc, tout de suite, je dirais la première phrase là, sur le quatrième de couverture. Rien n'a plus de valeur, rien n'a plus de sens qu'un bien qu'on a produit soi-même pour sa propre subsistance. Donc, c'est toujours quelque chose qui revient, hein. Pour moi, c'est également la création de sens, plus que parfois certains vont mettre en évidence le côté économique. Je suis pas, oui, il y a des économies à faire sur certains plans, mais c'est pas pour moi la raison principale. C'est vraiment une question de sens, une question de se réapproprier au fond ce dont quoi dépend notre vie. Donc, essayer de se réapproprier à mesure le plus possible. Parce que tout simplement, dans la nature, c'est comme ça. Il n'y a que l'humain qui peut travailler pour quelqu'un d'autre toute sa vie, acheter tout ce qu'il nourrit, tout ce qu'il... participer au fond, n'être qu'un consommateur, tout simplement. Un consommateur est quelqu'un qui a besoin d'être diverti. C'est ce vers quoi tend notre société, hein, une société où on consomme et on est diverti. Divertir à n'en mourir. Donc, pour le livre, j'ai trouvé évidemment très bon. Ça se lit super bien, c'est rapide aussi, c'est pas technique, donc c'est vraiment un journal. Et ce qui est intéressant, c'est que ça commence avec le lundi 3 octobre 2022. Donc, ça a été écrit de 2022 à 2023. Et on commence avec l'hiver. C'est ça qui est intéressant parce que souvent, dans ce type de livre-là, on commence pas avec l'hiver, on commence vraiment avec la saison forte, la saison d'action, tout ça. Fait que là, on a, le repos, puis ensuite, là, on a toute l'action, puis, fait que j'ai trouvé ça intéressant qu'il commence par l'hiver, ou du moins l'automne, début de l'hiver. Ensuite, c'est un texte où comme un journal de bord. Au fond, il va décrire ses journées. Donc, on a accès à beaucoup de contenu au niveau de ce qu'il fait, comment il le fait, pourquoi il le fait. On a beaucoup aussi de sa philosophie qu'on voit à travers toutes les vidéos ou ce qu'il partage depuis très longtemps déjà. Donc, c'est super intéressant. C'est pas intime, mais c'est assez personnel. On rentre un peu dans sa vie en quelque sorte ou dans une vie de ce type-là. Donc c'est vraiment super intéressant. Puis ce que j'ai beaucoup aimé aussi, donc c'est sûr que c'est mon côté de l'autre côté de la caméra ou si on veut gestion d'un média. Donc c'est quand il parle des médias traditionnels parce qu'évidemment il va en parler parce que la rédaction du livre a été faite à la suite de La chèvre et le chou. Donc, il va parler de sa relation avec les médias suivant la création du livre. Toutes sortes d'anecdotes comme ça, donc je trouve très intéressant. Fait qu'on va aller regarder un peu les anecdotes, les trucs que j'ai sortis. Donc, on va aller à la page 19 pour commencer. Donc, page 19, ce qui est intéressant aussi, c'est que, ce qui est le fun avec Dominique, c'est qu'il dit la vérité, puis il dit quand elle arrive, comme elle arrive, puis c'est comme ça. Donc, il y a comme pas vraiment de tabou, fait que dans le livre, il parle justement parce qu'évidemment, c'est un auteur, donc il parle des droits d'auteur, des pourcentages, des prix de vente, etc. Fait que c'est super intéressant parce que c'est quelque chose qui n'est pas dit. Et souvent, dans tout ce qui est financier, les gens essaient d'en dire le moins possible. Il y a comme des tabous au niveau de l'argent, particulièrement au Québec, puis dans, en fait, toutes les traditions culturelles catholiques.
Mais donc, il dit les auteurs généralement touchent en général 10% du prix de vente de leurs livres, l'éditeur 30%, les librairies 40%, puis les distributeurs 20%. Fait que, il nous fait le calcul. Donc, depuis le 19 octobre 2015, on a vendu plus de 6000 exemplaires de mes livres, ce qui représente des ventes totales dépassant les 200 000 dollars. Donc, il a reçu 10% de ça, hein, environ 20 000 dollars. L'industrie a profité de la différence, donc environ 180 000 dollars. Donc 60 000 pour l'éditeur, 80 000 les libraires, 40 000 les distributeurs. Puis il fait le parallèle, c'est ça qui est intéressant au fond, c'est avec l'agriculture. Donc celui qui fournit le produit brut est généralement celui qui récolte la plus petite part du gâteau. Et c'est effectivement vrai, on le voit en agriculture, c'est la même chose. C'est les distributeurs, c'est les épiceries, c'est eux qui font le gros de l'argent. Tandis que ben, les producteurs font très peu d'argent. Donc, une très petite part. Et puis, ben, la rédaction d'un livre, c'est évidemment beaucoup de travail. Donc, il calculait son taux horaire, je me souviens plus, mais c'était pas très élevé. Évidemment, ça dépend toujours du succès parce que tu ne sais pas non plus le succès Tu peux pas prévoir le succès d'un livre non plus. Donc, page 32, évidemment, je vais focaliser hein, sur plus les aspects philosophiques de la chose parce que ça vient me chercher beaucoup. Donc, page 32, impossible dans le contexte de ne pas faire cette réflexion. Si on reproche souvent aux humains de ne pas se soucier suffisamment du malheur des bêtes, là, il fait un retour sur la chèvre et le chou, donc le débat vegan et omniculture responsable. Donc, on parle peu du fait que celles-ci n'ont rien à faire avec celui des hommes. Donc, alors, Camélie et moi sommes choqués et interpellés par la détresse de nos frères humains. J'imagine mal ces pigeons ou ces écureuils qui éprouvent un sentiment semblable à la vue de d'un congénère affamé, encagé ou encore écrasé par une auto. Donc, en fait, il se retrouve à faire des photos pour La chèvre et le chou, pour un article, je pense, dans la presse ou dans le Devoir. Et ben, ça se fait dans un parc, puis là, ben, t'as des itinérants, tout ça, puis c'est fou la ville, à quel point le malheur humain est présent. Moi, ça m'a frappé la première fois que ben, je suis resté 6 ans à Montréal, puis ça a toujours été un choc de voir à quel point la détresse humaine est grande dans les villes. Puis c'est évidemment le seul endroit où on peut vivre en marge parce que ben bon, on peut vivre de quêter, les poubelles, il y a évidemment plus de déchets, donc déchets entre parenthèses parce qu'évidemment il y a plein de choses comestibles, mais bref, c'est les endroits, on voit pas d'itinérants en campagne parce qu'ils vivraient pas longtemps, il n'y a pas non plus de service. Mais tout ça pour dire que c'est ça, on fait grand cas dans le côté vegan, on fait grand cas et d'une manière générale quand même souvent aussi euh, de la détresse des animaux, mais assez peu des humains. Donc, ce qui est quand même particulier, puis il fait le parallèle, donc évidemment, et pour avoir participé à l'abattage d'un cochon, quand t'abats un cochon puis qu'il y en a un autre à côté, il s'en soucie pas vraiment pour dire que, en fait, il a juste fait, moi quand c'est arrivé, il a juste fait le saut, il a été surpris du bruit, puis après ça, ben, il pouvait être en train de licher le sang. Donc, quand on dit des êtres sentients avec, bon, je sais pas, mais d'habitude, en tout cas, je pense que quand un humain se fait abattre à côté d'un autre, la réaction n'est pas du tout la même. Donc, c'est sûr qu'on n'est pas sur un pied d'égalité et ça, il faut le souligner. Puis, ben, j'ai également vu grand cas de plusieurs personnes qui avaient une conscience pour les animaux vraiment incroyable. Là, la détresse des animaux, on pouvait pleurer pour une marmotte là, qui se fait écraser. Puis, pour des enfants en Afrique, en Somalie, peu importe, qui crèvent de faim, puis tout ça. Donc, des fois, hein, les valeurs sont pas les mêmes partout. Bref. Donc, page 36, il revient encore sur les livres, donc sur la production de livres. Puis, ben, au fond, il se fait reprocher un peu son côté entrepreneur par les libraires. Parce que, ben, évidemment, plus que lui, lorsqu'il les vend, ça rapporte plus. Ça lui rapporte plus comparativement à s'il délègue le tout. Donc, comme d'habitude, hein, on essaie d'être autonome le plus possible et d'être le plus entrepreneur possible. Donc, il dit que
un investissement d'au moins 1000 heures de travail. Donc, l'idée de se satisfaire de 1,25$ par exemplaire vendu me sourit peu. Donc, c'est ça, il parle qu'il se mêle à la distribution et c'est pourquoi d'ailleurs on peut acheter ses livres là, directement sur son site. Puis ils peuvent être dédicacés également. Donc, c'est sûr que c'est le meilleur moyen là, pour acheter des livres à Dominique. Moi, je les achète directement quand je vais chez lui, donc c'est encore plus simple. Aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il va parler, comme je vous disais, il n'y a pas de tabou. Donc, il va parler vraiment de leur revenu familial. Donc, parce que c'est souvent quelque chose que, ben, le revenu, de toute façon, l'argent, je veux dire, ça revient toujours, qu'on le veuille ou non. Puis c'est souvent des questions qui reviennent, donc, mais avec quel salaire, tu sais, je peux acheter ça? Quel salaire de base je dois avoir pour entretenir, pour subvenir à mes besoins, etc. Mais on se rend compte que quand même son revenu familial n'est pas très élevé, hein. Un revenu familial aussi entre 30 et 40 000 donc, dollars par année. Donc, les enfants, ben, sont toujours avec eux. Donc, l'État arrondit aussi. Donc, il y a des aides là, au niveau de l'État. Mais tout ça pour dire qu'entre 30 et 40 000, en fait, le salaire moyen canadien, je pense, c'est 43 000. Puis le salaire familial, c'est autour de 80 ou de 70. Donc, on est prêt à près de la moitié. Donc, c'est pour dire que on peut faire vraiment beaucoup de belles choses avec peu d'argent lorsque on subvient à ses besoins et qu'on est polyvalent, qu'on peut faire toutes sortes de choses. Donc, quand je suis allé le voir, à un moment donné, il refaisait toute la plomberie de sa salle de bain. Tu sais, c'est aussi ça. C'est pas juste la production alimentaire. Donc, c'est vraiment de se réapproprier et d'apprendre, puis de comprendre, puis d'être actif dans, tu sais, comme il dit, se loger, se nourrir, se vêtir, bref, tout ce qui fait le tour de tout ce qui fait sens et tout ce qui fait en sorte qu'on vit et on survit à tous les jours. Page 59, je trouvais ça intéressant parce que c'est quelque chose qui revient souvent. Donc là, il va parler, en fait, il va réagir à un article, il me semble que c'est bien ça, ouais, un article dans la presse qui est l'empreinte carbone de la cafétéria. Donc c'est des trucs qu'on voit assez souvent, là, particulièrement, je dirais, dans les médias un peu traditionnels et tu sais, qui se posent pas tant la vraie question, là. Et donc l'empreinte carbone de la cafétéria, bon, là, premièrement, le meilleur moyen de ne pas avoir une empreinte carbone très élevée dans une cafétéria, c'est d'amener sa propre nourriture. Donc, tout simplement parce que les cafétérias, puis comme tous les restaurants, il y a évidemment beaucoup, beaucoup de gaspillage alimentaire qui se fait. Et il réagissait à l'article, dont au fond, l'article était pour la création d'une cote environnementale et où, en fait, il se retrouvait que la cote environnementale faisait en sorte qu'un plat indien, un dalal au lait de coco, je sais pas comment on se prononce ça, un dal au lait de coco qui aurait obtenu la cote B, alors qu'un plat à la dinde et au pruneau aurait obtenu C+. Donc B étant meilleur, donc bon, un truc au lait de coco versus quelque chose qu'on peut de la dinde et du pruneau faire de manière beaucoup plus locale. Donc c'est tout ça pour dire que c'est toujours une vision qui est englobée dans la mondialisation, dans la dépendance avec des produits qui viennent d'ailleurs. Puis quand on prend les chiffres, en particulier pour la viande, on va prendre les pires chiffres. Ça ne sera pas la dinde élevée au pâturage, hein, ça va être vraiment la dinde qui va être parquée dans un grand entrepôt, donc la dinde industrielle. Donc, c'est ça qui revient aussi, c'est que c'est tout le temps pour ce qui est, on va dire, alimentation végétale versus animale, c'est qu'on prend le végétal puis on le compare au pire de l'animal. Donc, ça fait jamais sens parce qu'au fond, la vraie révolution agricole, elle doit passer par une production davantage paysanne, une production qui est en accord avec la nature, en accord avec les animaux, quel rôle ils ont et au pâturage le plus possible, évidemment, puis tout ça. Donc, il n'y a pas de chiffre qui compare le plat au lait de coco avec des poulets au pâturage. En tout cas, c'est toujours comme ça, ce qui fait en sorte que, pour nous qui sommes dans une démarche comme celle-ci, ça fait aucun sens.
Et puis, on dit souvent, bon, l'agriculture industrielle, hein, même on dit conventionnelle, mais en réalité, je veux dire, conventionnelle, c'est depuis 1900, même après la Deuxième Guerre mondiale, donc on va dire 1950, que ça a opéré vraiment comme tournant. Donc, ça fait pas mal plus longtemps qu'on se nourrit avec des méthodes qui sont beaucoup plus en accord avec la nature, si on veut prendre le raccourci comme ça. Mais, donc, élevé au plein air, avec le soleil, le vent, la nourriture qui est au sol avec le pâturage, bref. Donc, quand on dit, en fait, l'agriculture industrielle, ça dit, hein, c'est avec les débuts de l'industrie. Donc, ça fait pas si longtemps que ça. Et puis, ben, c'est également une réponse. L'agriculture industrielle est une réponse à l'urbanisation, tout simplement. 94, il fait également donc, il parle des lectures qu'il a faites, puis il va parler d'un livre qui s'appelle Mode de vie paysan, qui est écrit dans le Manifeste pour l'invention d'une nouvelle condition paysanne. Et ce livre-là, je crois qu'il nous en a parlé donc dans ses conseils littéraires, donc une vidéo que j'ai filmée avec lui. Le combat paysan est un combat qui peut redémarrer. Il est lié à la question de l'autonomie, pas autonomie au sens autarcie, de rester dans son coin, mais au sens de se débarrasser autant que possible d'un pouvoir central ou d'une autorité centrale. Et en cela, le mode de vie paysan, ce n'est pas un métier, c'est un mode de vie qui est vraiment intéressant. Qu'est-ce qu'un paysan? C'est quelqu'un qui se demande comment vivre à l'endroit où il se trouve. Donc ça, c'est la meilleure définition qui existe, hein. C'est de vivre à l'endroit où il se trouve, donc avec les moyens qui doivent être utilisés, il doit s'adapter. Vraiment, un paysan qui vit au Bahamas, c'est pas la même chose qu'un paysan qui habite à Saint-Zénon ou en Gaspésie. Vraiment, c'est pas la même réalité, ça sera pas la même alimentation. Même chose, quelqu'un qui vit dans les terres profondes, dans la forêt, puis quelqu'un qui vit près du fleuve, qui peut avoir accès à une ressource abondante de poissons, etc. Ben là, c'est pas non plus la même difficulté, c'est pas les mêmes défis plutôt. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui se demande comment vivre à l'endroit où il se trouve. Donc, c'est pour ça aussi qu'on ne peut pas avoir de régime strict. Beaucoup de misère avec ça, Dominique aussi d'ailleurs. C'est vraiment de s'adapter en fonction du milieu où on vit. Puis c'est comme ça que ça marche partout à travers la planète, en particulier ben, toutes les populations hein, qui sont, on va dire, plus pauvres, donc qui ne sont pas en train d'acheter constamment des trucs à l'épicerie. Et ben, eux autres, c'est comme ça depuis longtemps qu'ils fonctionnent. Puis c'est la majeure partie de la population mondiale qui est comme ça en ce moment. Ça, il faut se le rappeler le plus souvent possible. Page 145, je trouvais ça intéressant parce qu'il parlait des recherchistes. Et donc, ce qui est... Donc, il dit qu'il adore les pré-entrevues. Donc, il parle d'une pré-entrevue qu'il fait pour la radio, je crois. Ouais, des hôtels le dimanche. Donc, pour la radio, puis il dit qu'il adore ces entrevues-là parce qu'au fond, les recherchistes sont souvent plus intéressants que les personnes qui interviewent parce que, tu sais, les personnes qui interviewent ne font qu'interviewer à longueur de journée. Donc, ils sont pas nécessairement connaissants dans tous les sujets. Ça veut pas dire non plus que ça les intéresse, hein. Des fois, c'est juste faire un peu de remplissage. Donc, les recherchistes, eux, ben, c'est des gens qui sont beaucoup plus curieux, hein, il faut qu'ils trouvent des trucs, il faut qu'ils s'intéressent, faut qu'ils creusent parce qu'eux, ils vont fournir un peu les questions et tout le matériel à la personne qui va faire l'interview. Au fond, ben, les recherchistes, c'est ce qu'il dit, c'est les recherchistes sont généralement des personnes allumées, curieuses, sympathiques, perspicaces. Donc, c'est ça, il parle de ça. Puis je trouvais ça... parce que j'ai jamais eu de relation non plus avec les médias traditionnels. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir un retour là-dessus. Puis ouais, de juste avoir des infos un peu en dessous de la bande, là, de comment ça se passe, puis tout ça. Donc, on va aller à la page 203. C'est sûr que les extraits que je vous donne ne sont pas nécessairement, comment je dirais, c'est vraiment les trucs que moi j'ai ressortis, là, que j'avais envie de vous partager parce que, bien évidemment, euh, je suis dans une perspective également de partage via un média. Donc, la question des médias mainstream, de tous les médias traditionnels, c'est quelque chose qui, je dirais, dans la dernière année, m'a quand même occupé pas mal au niveau
cognitif, on va dire. Donc, au sens réflectif, donc, parce que, bon, Brouette Nordique, c'est évidemment pas un média mainstream, et je suis assez critique par rapport à ça, donc c'est sûr que c'est des trucs qui ont ressorti davantage. Mais évidemment, bon, c'est pas uniquement ça, hein, le livre de Dominique. Page 203, c'est intéressant parce que justement, il va faire une revue d'un livre, donc pour encore une fois une émission à Radio-Canada. Ben, ce livre-là, il en parle également. Donc, c'est de Schumacher, Une grande beauté de la petite échelle. Donc, il en parle dans le vidéo qu'on a fait là, sur les conseils littéraires. C'est un livre que j'ai pas lu et que je vais probablement lire. En tout cas, je vais essayer de le trouver parce que je ne l'ai pas. Et donc, c'est ça qui est particulier. Donc, il va faire la revue du livre. Il va se rendre à Montréal dans un studio, si je me souviens bien. Puis, pour être enregistré, tout ça. Puis, au fond, ben, on se rend compte que c'est du remplissage. C'est ça qu'il va se rendre compte. Il va faire du remplissage. Il se fera même pas offrir d'argent. Pas de cachet hein, pour participer à l'émission. Donc, en plus, on est à Radio-Canada, une télévision publique. Hein. Euh, donc, puis il l'a pas demandé non plus. Mais il dit que c'est une pratique courante de ne pas se payer les auteurs pour ce qu'ils ont à dire. Il s'est fait à l'idée. Si j'accepte de travailler à ces conditions, c'est que je tiens à être entendu et que pour moi, c'est le prix à payer. Donc, c'est ça qui est un. Puis, bon, ben, je vais revenir sur une anecdote, moi, c'est pas arrivé à moi personnellement, mais c'est arrivé à mon frère. C'est que par rapport aux médias traditionnels, c'est qu'on dirait qu'il faut avoir. Il faut que tu te sentes privilégié, au fond. Il faut que tu te dises. C'est comme s'il te faisait honneur de t'inviter. C'est un peu ça. Tandis qu'avec Brouette Nordique, moi, c'est totalement le contraire. Je veux dire, moi, je suis honoré quand je vais voir quelqu'un. Puis, tu sais, souvent, il me remercie. Puis, je suis comme, c'est moi qui te remercie. Puis, en tout cas, c'est particulier parce que c'est vraiment ça qu'on a le sentiment qu'il faut vraiment. C'est c'est un peu la vision, on va dire, de mes parents ou tu sais, une autre vision d'une autre génération, c'est-à-dire que vraiment, il faut que tu te sentes prêt. Tu devrais même pas demander d'argent, tu devrais tellement être content de passer à la télévision, tu sais, être reconnaissant de ça, mais c'est ça. C'est vraiment ça, on dirait le message, c'est que. Puis la télévision traditionnelle est en crise, là, vraiment. Puis, pour en revenir à une anecdote, ben, mon frère s'est fait proposer, il s'est fait appeler, puis il s'est fait dire ah, est-ce que tu aimerais participer à une émission? Donc, je nommerai pas le titre, de toute façon, je m'en souviens plus, mais c'était une émission pour TVA. Et là, ben oui, tu sais, présenter la ferme, tout ça, c'est comme une histoire de succès ou je sais pas trop. Et là, ah oui, ça t'intéresse, parfait, ben ça va te coûter 3000 $. Quoi? Il fallait qu'il paye pour aller passer à la télévision. Pendant ce temps-là, eux, ils bourrent ça de publicité, mais ils font de l'argent à tous les niveaux. Faut que tu payes pour passer à la télévision. Wow! J'ai trouvé ça fascinant, à la fois fascinant et aberrant. Donc, c'est ça. Pour moi, en fait, la télévision mainstream, en fait, il y en reste, je pense, pour 20 ans environ, max. Après, ça va être mort. Puis, ben, ils vont avoir contribué à leur perte par du fait que c'est trop gros, puis par cette pratique-là là, où on doit se sentir privilégié quand on passe à la télévision. Maintenant, de plus en plus, hein, de ma génération, et même plus jeunes, ben, ils refusent de passer à la télévision. Donc, page 236, il parle de son lyophilisateur. Donc, il va nous dire, au fond, qu'il fabrique de la poudre de cocombe pour préparer le tzatziki l'hiver, de la poudre de lait de chèvre. Donc, ça, il en a déjà parlé sur sa page Facebook, La Ferme Impossible. Donc, au fond, le surplus de lait de chèvre, il va le lyophiliser pour pouvoir le réhydrater et le fournir au chevreau quand il va aller chercher un chevreau mâle. Donc, ça évite d'acheter des préparations toutes faites. Il va faire aussi, bon, du bouillon de poulet en poudre, puis du sel d'ail. Donc, le sel d'ail, il dit qu'il ajoute dans le bol du robot culinaire environ une cuillère à soupe de sel fin par tasse de gouttes
de gousses d'ail lyophilisées. Puis il va faire son propre sel d'ail. Fait que ça, je trouvais ça particulier. Je voulais justement... Je l'avais noté pour l'envoyer à mon frère. Parce que lui aussi a un lyophilisateur. Fait que, bref, en fait, aussi une particularité, bon, on a tout le retour du MAPAC hein, avec le projet de l'abattoir. Vraiment, je te lève mon chapeau, Dominique, hein, de battre contre, contre ce rouleau compresseur bureaucratique. Donc, page 260. Puis il va raconter aussi là, sur le projet d'utiliser du lait de chèvre pour faire des plats à la maison. En fait, faire des recettes, puis vendre ça. Donc, puis ce qu'il raconte justement, c'est que en fait, une crêpe, pour le MAPAC, est considérée comme un produit laitier. Une crêpe! Une crêpe! Une crêpe, c'est un produit laitier. C'est totalement aberrant. Ah, c'est... Merci encore, Dominique, pour te battre contre ça. Donc, 260, excusez. Donc, mercredi 30 août 2023, ce qui est drôle aussi, c'est que je pense que je suis allé chez eux le lendemain pour filmer l'abattage du poulet. On avait entendu, ou la semaine suivante, bref, on avait entendu la pré-inspection du MAPAC, tu sais, pour être sûr de faire quelque chose qui soit, à juste titre, ce qu'ils veulent. Donc, pré-inspection du MAPAC pour assurer de la conformité de nos installations d'abattage en prévision du jour J. Rarement facile d'interagir avec des inspecteurs qui, plus que tout, craignent de mettre à mal leur carrière. Ils choisissent 9 fois sur 10 d'appliquer le règlement de la façon la plus contraignante possible, un conservatisme particulièrement pénible à endurer alors que nous sommes à explorer un territoire nouveau. Ouais, fait que... et il va en parler à plusieurs reprises de ça, puis bon, c'est toujours... c'est à la fois fâchant et... Tu te dis, mais... ça fait aucun sens. Ça fait aucun sens de réglementer à ce point-là. Puis comme c'est une grosse machine bureaucratique, hein, je ne sais pas si vous avez déjà travaillé pour des grosses compagnies, mais dès qu'on tombe dans des grosses compagnies ou si vous avez travaillé pour du gouvernement, c'est incroyable. C'est incroyable comment que ça manque de jugement, c'est pas efficace. On essaie toujours de pelleter ça dans le cours de l'autre, de pas prendre de décision au fond. C'est souvent ça qui revient, c'est qu'on veut pas assumer la décision, hein, on veut juste comme sauver son cul. Fait que c'est ça. Fait que bref, vraiment excellent livre, hein, 9 sur 10 que j'ai mis comme note. Donc, ça se lit super bien. Ça fait penser aussi un peu à... C'était un jardin de Yves Gagnon, donc c'est dans le même type, avec un peu moins de poésie, évidemment. mais là, on est dans un truc vraiment plus paysan avec animaux, etc., donc moins jardin. Et avec toute la philosophie hein, que je partage, évidemment, de Dominique Lamontagne. Fait que bref, si ça vous intéresse, excellent livre, vivace, bonne lecture.